Et salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Temps Additionnel. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré à Jean-Michel Aulas et le bilan qu'on peut faire un petit peu de sa présidence à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, on a une nouvelle équipe de nouveaux chroniqueurs. Avec nous Pierre-Marie. Salut à toi Pierre-Marie. Salut Quentin, salut à tous. Donc pour faire les présentations, pour ceux qui connaissent pas Pierre-Marie, donc Pierre-Marie fait partie de l'équipe Temps Additionnel et également CM de la page Lazio France sur Twitter et également animateur de d'une émission sur produit par Sports Content également. Donc PM, si tu peux en parler un petit peu en quelques secondes. Alors je te remercie. Alors oui, donc je tiens le compte SS Lazio FR d'abord sur Twitter depuis bientôt 5 ans. Et sinon, je produis depuis récemment, donc avec Sport Content et toute l'équipe, donc l'émission La Dialita Franchise. Donc juste en quelques mots, c'est une émission pour réunir la communauté des passionnés de la Lazio en France et pour tous les francophones. Et voilà, simplement, on essaye de parler de notre passion avec différents sujets, que ce soit historique ou d'actualité. Donc que vous soyez ou non supporter de la Lazio, allez écouter ces podcasts, ça peut être intéressant. Merci à toi. Pour connaître la culture laziale. Alors avec nous, on a évidemment des supporters lyonnais pour parler de Jean-Michel Aulas. On a notamment Flavien qui est supporter de l'OL. Salut à toi Flavien. Ouais, salut Quentin, bonjour à tous. Alors Flavien, toi tu es supporter de l'OL depuis combien de temps Écoute, moi je suis né à Lyon, j'ai grandi là-bas. Donc forcément ça a été assez naturel. Ma famille suit le foot et supporter de l'OL depuis très longtemps aussi, et résident à Paris depuis quelques années. D'accord, donc t'as pas viré de bord depuis que t'es à Paris? Non, du tout. Bon, c'est une bonne chose, c'est bien, faut garder ses convictions. Ouais. Et avec nous également Nathan du Café du Commerce OL. Salut à toi Nathan. Salut à tous. Moi j'ai fait la trajectoire inverse du coup de Flavien. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais en quête de différenciation, je pense, par rapport à mes copains. J'ai choisi Lyon, c'était facile de gagner un peu tout à cette époque, mais j'ai pas bifurqué et j'ai la chance de vivre à Lyon depuis 2 ans. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, tu fais partie de l'équipe Twitter du Café du Commerce OL. En quoi consiste votre Twitter, les gars? Alors, pour être tout à fait précis, moi j'y suis plus. Je me suis un peu désengagé pour des raisons pro, et perso. Okay. Non pas que ça matchait pas du tout avec eux, ils font un super boulot, mais parce que j'avais plus trop le temps. Pour venir sur la genèse du truc, parce que je pourrais parler de ça, mais pas forcément de leur projet actuel. Initialement, ils s'étaient engagés sur une voie un petit peu critique de l'Olympique Lyonnais, puisqu'ils sont implantés à un moment où ça n'allait pas forcément très fort pour l'OL. Et l'idée était de pouvoir parler peut-être avec une certaine liberté, chose qu'on trouvait pas évidente chez certains médias locaux, qui étaient non pas à la botte de Aulas ou de la direction, mais qui n'osait pas le franc-parler, et c'est ça qui m'avait plu à l'époque dans ce compte Twitter qui depuis d'ailleurs se développe. Je sais pas si c'est parce que je suis parti, mais en tout cas non, on voit peut-être un moment là. Mais oui, donc si vous êtes supporter de l'OL, allez voir cette page, et il y a aussi bon nombre de supporters et de pages fans à suivre, très intéressant. Alors on va en venir au sujet principal de cette émission qui est Jean-Michel Aulas, les gars. On va déjà parler de l'impact qu'il a sur notre championnat et également sur le foot français en général. On voit un petit peu Jean-Michel Aulas partout, que ce soit dans ses déclarations, il se mêle un peu de tout, pas forcément que de son club. Alors, concernant sa com ou même ses actions, est-ce que vous trouvez que l'impact qu'il a peut être néfaste pour le foot français, ou alors c'est tout le contraire, le fait justement de se mêler de tout, ça peut être bénéfique pour notre football? J'aimerais avoir l'avis de Flavien en premier, les gars. Écoute, aujourd'hui, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il a un impact néfaste. En tout cas, moi, je vois pas comment ça pourrait être néfaste pour le championnat. C'est, je pense, quelqu'un qui a tiré la Ligue 1 pendant plusieurs années, notamment pendant les années du règne, et avant que le PSG arrive, et on va dire fasse passer le foot français dans une autre dimension d'un point de vue visibilité. Mais aujourd'hui, à part certaines déclarations qui peuvent un peu choquer le grand public ou les médias, qui sont à mon sens sortis parce qu'il fallait protéger aussi le club et les joueurs dans certaines circonstances, j'ai un peu de mal en fait à percevoir à quel moment ça peut être néfaste pour le club. Il y a eu des déclarations récemment de certains médias qui le faisaient passer un peu comme une tête de turc et que quelqu'un d'un peu isolé au sein de la présidence et des gouvernances de clubs professionnels. Bon, visiblement c'est pas le cas.
Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, il me semble pas forcément néfaste et au contraire, je pense qu'il a quand même encore pas mal de poids au sein de la ligue et au niveau Europe, il est encore très proche des présidents aussi de clubs de niveau UEFA. Donc ça reste un personnage influent et je pense qu'il peut continuer de faire rayonner le foot français en Europe. Alors justement, tu parlais de le fait qu'il soit pointé du doigt par plusieurs dirigeants, que ce soit au niveau national ou même européen. Qu'est-ce qui fait de lui un président atypique, notamment que ce soit à l'échelle nationale ou même européenne, par exemple? Attends. Ce qui fait d'Olas un président atypique, je pense que c'est quelqu'un qui est omniprésent sur l'échéancier médiatique, c'est lui qui l'établit. On lui impose rien. S'il veut être invité à une émission de télé, il l'est, grosso modo. Moi, je trouve que là où il peut porter préjudice au club et à ses supporters, c'est qu'il renvoie pas une image très positive pour le foot français en général. C'est-à-dire que Lyon, depuis que je suis petit et que je supporte ce club, c'est toujours un club qui est un peu mal aimé. Alors, on l'expliquait par la gagne qui a duré très longtemps, mais un club comme le Paris Saint-Germain qui souffre parfois un petit peu de cette carence-là, me semble un peu plus protégé. Je trouve que Olas participe maintenant que Lyon ne gagne plus, parce que ça fait quand même depuis 8 ans que Lyon ne gagne rien. Je trouve que la cote de sympathie lyonnaise n'est pas remontée et bien au contraire, je pense que la plupart des supporters, et notamment par exemple les Marseillais, j'en côtoie beaucoup, je sais qu'un Olympico a une saveur toute particulière, peut-être plus qu'un Classico, et c'est en partie grâce ou à cause d'Olas. Voilà. Moi, en ce sens, je dirais que il ne permet pas à Lyon d'avoir une cote de sympathie importante. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'il n'est pas éternel. Le président Olas va bientôt quitter le navire. Quel va être son héritage, hormis le fait d'avoir donné un club qui paraît mitigé dans l'opinion publique. Alors justement, tu parlais de sa communication, Nathan. Pierre-Marie, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus parce que, en effet, la communication de Jean-Michel Aulas peut paraître un peu borderline à certains moments. Surtout, si on prend l'exemple de vouloir faire une saison blanche pour la Ligue 1, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais pâtit de cette entre guillemets mauvaise communication qui ressurgit en fait une mauvaise réputation pour les Lyonnais? Pour moi, d'abord, Olas, avant de parler de com ou pas com, je le vois un peu comme un showman qui est toujours obligé un peu de donner son opinion, mettre son grain de sel ou quoi. Et d'un côté, le fait que, comme l'a dit Flavien, le fait que Lyon ne gagne plus rien depuis 8 ans, malgré qu'il soit présent sur la scène européenne quand même, il fait quand même en faisant tout ça, en faisant ses coups de com, qu'ils soient des bad buzz ou des good buzz. En fait, il fait parler de son club tout simplement. Donc il fait parler de son club, il fait vivre son club et surtout il le fait vendre au final. Il le fait mal, il le fait, pardon, excusez-moi. Et donc en faisant vivre son club, forcément il vend des papiers, c'est un businessman. Et pour moi, certes, je suis le premier à qui l'agace. Au final, je pense que l'agacement a fini plus pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, plus par me faire rire ou en mode plaisantin que autre chose. Mais après, je pense qu'il essaye surtout en faisant toutes ces comme ou quoi, vu qu'on sait que c'est quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant quand même dans France, qui essaye surtout de protéger et de sauver son club au mieux possible. Surtout sa dernière proposition de faire la saison blanche, mais en essayant de tirer son épingle du jeu en regardant sur les 5 dernières années pour histoire que Lyon soit qualifié des champions. Il me semble que c'est bien ça. Ça paraît ubuesque, ça paraît grotesque vu comme ça, mais ça fait vendre, ça fait parler et il arrive très très bien à faire parler de lui ou de Lyon. Donc en somme, on pense tous que c'est juste un personnage un peu vieillissant qui commence à perdre la tête avec tous les gadgets sociaux qu'il peut avoir. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent qu'on le pense et qu'il sait très bien parler de son club et qu'il sait très bien le vendre avant tout. Alors, on va toujours rester sur l'aspect communication avant de passer à un comparatif entre la période des années 2000, glorifiante pour l'Olympique Lyonnais,
et celle d'aujourd'hui. Je voulais revenir un petit peu sur ce que a dit Pierre-Marie par rapport à ses déclarations dernièrement sur la tenue ou non de la fin du championnat. Est-ce que vous pensez qu'il a quand même dépassé les bornes à certains moments sur ce sujet, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec lui? Non, moi je trouve pas qu'il est pété un plomb pour le coup. Enfin, il est dans son intérêt de défendre le club. Ça, c'est une première chose. Le timing est vraiment mal choisi, ça c'est une certitude. Sauf qu'on en vient à une période où tous les clubs de France et européens s'interrogent sur le devenir du football cette saison. D'ailleurs, c'est pas un débat qui est propre au football, mais moi, par exemple, qui suis énormément le hand, des championnats majeurs comme celui du Danemark, par exemple, a dit que ce serait une saison blanche et que les clubs reconduits en Europe seraient ceux de l'année passée. Je dis pas que c'est la formule qu'il faut adopter, mais en tout cas, il s'est interrogé très vite sur les possibilités à donner en fin de saison. Et finalement, tout le monde en arrive à soit partager son avis, soit à trouver des scénarios totalement différents. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs celle de l'opinion de Rivière, qui pensait que peut-être un réaménagement complet de l'échéancier sportif était à envisager au regard de la Coupe du Monde au Qatar qui serait en décembre. Voilà, peut-être déjà planifier un calendrier tournant. Pourquoi pas? Moi, je trouve qu'il a amorcé un débat qui devait avoir lieu. Le timing était très mal choisi et ça, j'en conviens parfaitement. Mais ça fait partie du personnage. En revanche, pour le coup, là où je trouve que il peut exagérer, c'est sa manière d'être très conflictuel avec ses homologues, que ce soit Hérault, soit Nasser, quand il parle des droits télé, où là, effectivement, on sent qu'il veut à tout prix qu'on ne retienne que son scénario à lui, en n'écoutant pas le fait qu'il y ait des clubs qui soient dans le besoin financier, besoin de toucher un pactole de droits télé par be-in. Voilà. Lui, il s'en fout des autres. C'est clair qu'il est un peu égoïste par rapport à ça, et ça, pour le coup, c'est un peu dérangeant. Nathan, t'es plutôt d'accord avec ce que vient de dire Flavien? C'est l'inverse. C'est Nathan qui parlait, mais ça revient même. Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, pour rebondir aussi sur le timing qui est assez intéressant à prendre en considération. Olas, quand il fait la déclaration sur la saison blanche, on est assez tôt finalement dans tout ce qui gravite autour de nous aujourd'hui, le confinement, ainsi de suite. Il fait cette déclaration à ce moment-là qui fait un buzz pas possible et qui le met un peu qui le remet sur les devants de la scène. Aujourd'hui, s'il fait cette déclaration là cette semaine ou la semaine dernière, moi là, ça me choquerait moins. Je pense que ça choquerait beaucoup moins de personnes. Quand on regarde un peu les calendriers avec les échéances qui arrivent, l'Euro qui va être reporté, un divers nombre de compétitions qui vont devoir reprendre, la saison blanche, elle est pas, je dis pas qu'elle est pas déconnante, mais presque. Parce que là, ça voudrait dire qu'on va devoir reprendre un championnat très prochainement, renchaîner sur potentiellement à huis clos, tout faire décaler. Le huis clos va engendrer un certain nombre de pertes dans la billetterie, dans les droits, dans tout le merchandising, dans la vente de produits qui vont avec. Et à mon sens, la saison blanche, elle arrange en fait un certain nombre de clubs en Ligue 1. Je pense elle arrange pas, un certain nombre de clubs en Ligue 1, mais elle en arrange d'autres. En fait, c'est un intérêt qui est assez partagé pour certains. Si je prends le cas par exemple de Marseille ou de Rennes, si on fige la saison par exemple maintenant, ou si on la reprend potentiellement pour eux, c'est une qualification pour la Ligue des Champions. Si la saison elle s'arrête et qu'elle reprend pas, on va devoir ou repartir de zéro, avec les mêmes équipes engagées dans les compétitions, ainsi de suite. Ou alors on va se dire on fait effectivement ce que proposait Olas ou d'autres présidents, une rétrospective des 4-5 dernières années pour faire un classement général. Et dans ce cas-là, les équipes qui étaient avantagées ne le sont plus, et inversement. Donc c'est pour moi le débat il a lieu d'être. Le timing paraît un peu agressif forcément, mais moi je suis pas spécialement choqué. Je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, et encore une fois, c'est Olas qui le fait parce que je pense que beaucoup le pensaient et beaucoup auraient envie de le dire, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Après, Flavien, je trouve que par honnêteté intellectuelle, Olas, s'il a cette position, c'est parce qu'il sait qu'il est en position de force. C'est-à-dire que économiquement, on est le club qui va être le moins impacté. Moins qu'un Paris Saint-Germain qui a pourtant énormément de trésorerie, mais qui a des salaires démentiels. Olas, il sait que si on fait saison blanche, on serait qualifié par rapport à l'année dernière. Si on fait une sorte de classement pondéré sur les 3, 5, 10 dernières années, on serait aussi en Ligue des Champions parce que Lyon a cette tradition d'être tout le temps dans le haut du classement et une certaine régularité.
moi, je peux entendre que des clubs soient en contradiction avec la position d'Aulas, parce que il y a des clubs, c'est du one shot. Un club qui est en construction, qui travaille bien, comme Rennes, c'est aussi difficile de les sanctionner par rapport à une belle saison qui est en cours de route. Après, là où je te rejoins, et tu as raison, c'est que on est qui, nous, pauvres Ligue 1, et même le football, pour imposer un échéancier que les JO se refusent d'imposer, que les grands chelems de tennis refusent. Le Tour de France, qui a connu 2 arrêts dans sa vie, dans son histoire, c'est les 2 guerres mondiales, se pose la question du maintien du Tour ou non. Et le Tour de France, c'est le 3e événement le plus regardé annuellement sportif au monde. La Ligue 1, pour le coup, ça dépend des matchs, mais on n'est pas sur ces affluences télévisuelles. Donc bon, moi je peux comprendre qu'il y ait des clubs qui fassent la moue à Aulas par rapport à sa position opportuniste. D'un autre côté, je me dis très sincèrement, est-ce qu'on a envie de voir du football à huis clos avec des enchaînements de matchs tous les 3 jours pour des clubs qui sont même pas équipés pour? Un club comme Rennes, ça se trouve, va s'effondrer parce qu'ils pourront pas jouer tous les trois jours. Enfin, il y a l'équipe sportive aussi qui est en jeu là pour le coup. Non mais moi je suis complètement d'accord avec ça. On aura l'occasion de reparler de la reprise du championnat peut-être dans une autre émission. On va rester sur Aulas, enfin du moins on va repartir sur Jean-Michel Aulas. Donc là, je voulais qu'on fasse un comparatif entre les 2 périodes différentes, entre celle des années 2000 où l'Olympique Lyonnais a marché littéralement sur le football français, notamment en Ligue 1, surtout en Ligue 1 parce que les coupes nationales ont pas mal échappé aux Lyonnais sur ces années-là. Ce qui faisait d'ailleurs le charme de notre football à l'époque, c'est que Lyon marchait sur le championnat, mais les coupes n'étaient pas réservées à l'Olympique Lyonnais. Et donc la période d'aujourd'hui, où ça patauge un peu. Comme on en a parlé en off, ça fait 8 ans que l'OL n'a pas gagné de titre. Ouais. Dernier titre, c'est une Coupe de France en 2013, c'est ça? Trophée des champions. Trophée des champions juste après, en fait, contre Montpellier, qui était champion devant Paris. Tout à fait. D'accord. Donc c'est le trophée des champions 2013. Ok. Alors un trophée en 8 ans, ça peut paraître peu. Bon, il y a certains clubs français qui font moins bien, mais voilà, c'est vraiment l'opposé avec la période qu'a pu connaître l'OL sur les années 2000. Alors, il y a des responsabilités à prendre. Est-ce que, selon vous, quelles ont été les erreurs qu'a pu faire Jean-Michel Aulas entre ces 2 périodes-là? Fabien, tu veux commencer? Ouais, déjà, en fait, la transition entre la période qu'on vit actuellement et la fin des grandes années lyonnaises, on va dire, je dis pas qu'elle se dessinait assez naturellement, mais c'était plus ou moins su. Je pense que c'est pas quelque chose pour les supporters lyonnais, en tout cas, moi j'ai le sentiment que c'était un peu prévu dans le sens où on savait qu'elle allait avoir un certain nombre d'investissements avec le grand stade, qu'on allait devoir faire des concessions financières, sportives pendant le moment. C'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur le centre de formation, parce que on s'est beaucoup marketé autour du centre de formation en disant que qu'il y avait des talents exceptionnels dans la région lyonnaise, ce qui est le cas. Mais si on s'est appuyé sur le centre de formation, c'est parce que économiquement on en avait besoin aussi. Donc de ce point de vue-là, je trouve que la politique qui a été appliquée, elle est plutôt cohérente. Et sur ce qui se passe actuellement et sur l'après, je dirais l'arrivée dans le grand stade, pour moi, on n'a pas su prendre le virage qu'on aurait dû prendre. On n'a pas réussi à enclencher la machine significativement. On a fait un peu du surplace en championnat. On a dû batailler pour se qualifier dans des compétitions européennes. Au-delà du sportif, tout ce qui gravite au niveau du club, la relation avec les supporters, la gestion de la billetterie, ça pour moi c'est un sujet qui est assez incroyable à Lyon depuis qu'on est passé dans le grand stade. Honnêtement, c'est moi qui suis abonné, j'ai pas forcément, j'en souffre quand même, mais je pense au grand public et aux gens qui veulent prendre des places ou qui ont besoin de choses régulièrement, c'est absolument catastrophique. Et pour moi, la gestion du club depuis 4-5 ans, j'entends que les finances sont exceptionnelles, qu'on dégage 70 millions d'ébits tous les ans, ça c'est top. Mais il n'y a pas que ça. La politique sportive, elle est pas claire, elle est pas lisible. La trajectoire, la vision du club à court moyen terme, elle est pas lisible non plus. Je pense qu'Aulas va nous ressortir, ou peut-être qu'il a déjà fait le coup de la Ligue des Champions ou de la Coupe d'Europe dans les 5 prochaines années. Ça fait 20 ans que je l'entends. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je reproche à l'OL, c'est qu'on manque de visibilité. On ne sait pas forcément où on va. On nous donne quelques bribes en fait de projets, mais c'est surtout des projets économiques.
mais tout ce qui gravite autour de la politique sportive, la politique de développement en termes de développement au niveau européen, de titres et ainsi de suite, on sait pas où on va, on sait pas. Quand on commence une saison, on sait pas si on a des objectifs, on n'a pas d'objectifs en fait. Je parle souvent du cas de Genesio à Lyon sur les ambitions du club. À chaque fois, on n'a jamais vraiment su avec Genesio ce pourquoi on combattait l'année qui arrivait. On avait on va se qualifier en Ligue des Champions et aller le plus loin possible. Et aller le plus loin possible, ça veut rien dire. À part vivre des émotions, ce qui est aussi important dans le football, on ne sait pas si on doit prioriser une coupe plutôt qu'une autre, si on a foncièrement des ambitions de gagner des titres. Et moi, c'est vraiment là où j'ai du mal avec le club depuis plusieurs années, c'est que en tant que supporter je sais pas vraiment pourquoi je vais au stade, je sais pas pourquoi je me déplace, je sais pas à quoi m'attendre et j'arrive pas en fait à savoir où le club va réellement. Alors, on a plutôt bien compris que là, pour le coup, t'étais pas très satisfait de la gestion du club sur les dernières années. T'as notamment parlé du cas Genesio qui peut paraître un peu l'un des points sur lesquels Jean-Michel Aulas n'a pas forcément géré sur les dernières années et qui peut être un des facteurs on va dire d'une possible descente, pas une descente aux enfers non plus, mais une certaine régression sur sa gestion, sur son mode de fonctionnement. Est-ce qu'il n'est pas périmé son management au sein de l'OM? Moi, j'estime que en fait, Aulas, le problème qu'il a, si on est sur le thème de la comparaison entre les années 2000 et finalement la deuxième décennie, où il y a eu cette domination lyonnaise, puis finalement ce Lyon bien classé, toujours présent au coude à coude, mais jamais récompensé. La différence en fait, c'est qu'il n'y en a pas pour Aulas. Il a toujours eu le même discours. Et si la relation avec les supporters s'est détériorée, et ça, je trouve ça très symbolique de quelque chose qui ne va plus dans le club, puisque je trouve que Lyon était l'un des rares clubs où les ultras avaient une place importante dans les décisions du club, mais avaient aussi des bonnes relations. On a souvent avalé des pilules, on a souvent avalé des couleuvres, les supporters lyonnais, et Genesio l'illustre parfaitement. Ce qui a permis de tenir la baraque sur la transition, en fait, Grand Lyon et Lyon, on va dire, en dents de scie. C'est que on a eu cette période du nouveau stade. On était en attente de ce nouveau stade. On marchait à la carotte et Aulas a très bien su le faire. On a marché à la carotte et miraculeusement, qu'est-ce qu'on a eu pendant cette période-là? On a eu un centre de formation qui existait évidemment, mais qui a permis de montrer des talents énormissimes. Des talents qui sont dans les top clubs européens. Tolisso au Bayern, Umtiti à Barcelone, qui était à un moment donné peut-être l'un, voire le meilleur défenseur central en 2016-2017. On a un Lacazette qui est peut-être pas dans le club dans lequel on l'attendait, mais qui a montré que c'était un bon joueur de football. On a un Nabil Fekir qui est devenu champion du monde en portant le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc on a eu cette chance-là d'avoir du beau football. Sous Hubert Fournier, on a bataillé avec Paris pendant très longtemps, mais avec des joueurs du centre de formation. Et le Lyonnais est très fier, et ça je l'ai constaté en vivant dans cette ville. C'était parisiens, mais encore plus hautains. Ils sont très très fiers de leur ville, de leurs coutumes, de leurs valeurs, etc. Et finalement, quand on leur enlève les trophées, quand on leur enlève les moyens financiers, quand on leur enlève ensuite la formation, parce que Genesio, on l'a souvent présenté dans les médias comme un formateur, mais il a sorti absolument personne, Genesio. Il a sorti Aouar dans un concours de circonstances, c'est un match contre Monaco, où il y avait pléthore de blessés, il a limite plus le choix, et il a fait un match monstrueux. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, là, faut que je le garde quand même, le garçon. Mais sinon, il a sorti personne. Et là, les Lyonnais, ils ont été face à une incompréhension majeure, ils ont dit, mais on n'a plus d'ambition, on ne joue plus au football, on n'a plus de centre de formation, qu'est-ce qu'on nous vend? Et c'est pour ça que je rejoins totalement Flavien quand il disait, je vais au stade parfois sans savoir ce que je vais voir. Et c'est exactement ce que j'ai vécu cette année. Cette année, elle a été vraiment incroyable dans le sens où au début de saison, on a senti que là, tu avais pris conscience de quelque chose. Il n'y a plus de Genesio. On prend des étrangers. Juninho, c'est facile, c'est la star du club. Silvinho, a priori, c'est son choix. C'est brésilien. C'est le premier entraîneur étranger de l'ère Aulas. On sentait quelque chose de nouveau. Un Brésilien en plus qui a grandi, qui a été managé par Guardiola. Bon, voilà, on s'est peut-être vu un peu trop beau, mais c'était excitant sur le papier. Et au final, on lui a laissé 10 pauvres matchs à ce garçon-là, alors qu'il a eu, à mon avis, dans ses mains l'Olympique Lyonnais en termes d'effectifs,
le plus faible depuis de nombreuses années. Et puis on l'a remplacé par quoi? On l'a remplacé par Garcia. Et ça, Aulas, il a fait une erreur monumentale puisque il a bien senti qu'il déconnait. Il a viré Genesio. En tout cas, Genesio a décidé de partir. Il l'a remplacé par quelque chose d'excitant, un projet dynamisant. Et il a répété tout de suite tout ce qu'on lui reproche. Et les Bad Guns, qui donc le plus gros groupe de supporters lyonnais et de France, a décidé de boycotter au début Garcia. C'est la preuve que quelque chose est rompu et que la communication d'Aulas n'est plus adaptée à ce qu'est l'Olympique Lyonnais maintenant. Et ça, c'est très dérangeant. Pierre-Marie, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce que viennent de dire nos deux supporters lyonnais? Non, dans l'ensemble, ils ont très très bien après résumé la situation lyonnaise actuelle. Après, moi, juste pour rebondir sur plus un sujet footballistique, c'est que bon, le début de la décennie 2000 et puis cette décennie-là, c'est dans l'ordre des choses à mes yeux parce que bon, Lyon a roulé sur la Ligue 1, sur la Ligue 1 et bon, c'était un fin d'un règne, un fin d'un ère comme tout le monde et je pense tout Lyonnais pouvait s'y attendre. Toutes bonnes choses malheureusement ont une fin. Après, je pense que c'est peut-être les changements répétitifs d'entraîneurs au bout d'un moment qui ont peut-être causé du tort à Aulas. Et après, comme l'a très bien dit Flavien, le projet Silvinho, même moi, mais en tant que neutre, ni pour ni contre Lyon, m'excitait aussi et il lui a pas du tout donné le temps, pas du tout donné le temps et même les moyens et adéquat pour faire quelque chose avec ce Lyon. 10 matchs, une dizaine de matchs, beaucoup trop court pour établir que ce soit un projet sportif, un projet tactique, pour commencer à avoir les gammes qui se répètent avec les joueurs. Je pense que aussi le fait d'avoir pris Garcia, pour moi, ça a été vraiment l'apothéose parce que bon, vu toutes les déclarations qu'il avait fait entre guillemets sur Garcia à l'époque quand il était à l'OM, donc on a pu parler donc avec l'Olympico qui était monté quand même en grade et en excitation. L'avoir pris, c'était quand même un peu un gag. Même si Garcia, le mérite qu'il a pu avoir, c'est voilà d'avoir pointé du doigt et d'avoir dit que la priorité c'était la coupe cette année et il a bien fait car il est en finale. Après est-ce qu'elle se jouera ou elle se jouera pas, c'est un autre débat, mais je pense qu'il a pas pu donner assez de temps à Silvinho. La gestion Genesio a été pour moi très très mal gérée. J'ai jamais vu de mes souvenirs depuis 20 ans que je suis le football un entraîneur aussi descendu par son président, car on a tous entendu des menaces de président en mode si c'est ton ultime chance, tu te loupes, tu passes par la petite porte. Mais Genesio, ça a duré quand même pas mal de temps ce cas-là avec des menaces, avec on savait pas où ça menait, c'est-à-dire qu'on savait que Lyon allait finir dans le peloton de tête, dans les 5 premiers, ça oui, mais au final, pour se qualifier en Europe, mais pour aller où? Nathan ou Flavien l'a très bien dit, on va essayer d'aller le plus loin possible. Oui, mais aller le plus loin possible, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire oui, on fera le maximum, on va essayer de produire quelque chose. Mais bon, c'est pour se qualifier en Europe et de pas la jouer ou ne rien faire. Globalement, ça ne sert à rien. Il y a juste cette saison où miraculeusement, je ne sais pas encore comment, vu le jeu produit, Lyon a réussi quand même à se tirer des mailles du filet en arrivant contre la Juve. Mais je pense que ça a été quand même niveau com très très mal géré à partir de Genesio. Même si l'ère en fin 2000, on savait que voilà, il allait avoir une transition de club avec le projet du grand stade, avec tout ce qui va avec Lyon et la puissance de ce club. Mais la fin est un peu calamiteuse et je pense que Aulas arrive un peu aussi en bout de course. Et très belle transition parce qu'on va parler de sa fin de mandat à l'Olympique Lyonnais. Donc comme pour le moment il a prévu de rester encore 5-6 ans,
on n'en est pas encore là, mais ça pourrait se rapprocher. Ça pourrait se rapprocher en cas peut-être de mauvais résultats, hein, ce qu'on ne souhaite pas forcément pour l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas c'est quelque chose dont on parle un peu plus ces derniers temps, puisque ces derniers mois il y a eu un rapprochement entre l'Olympique Lyonnais et le LDLC Asvel, donc club de basket de Villeurbanne, géré par Tony Parker, dont il est le président. Donc il y a eu un partenariat. Il y a ça déclaré il y a quelques jours que Tony Parker serait le favori pour prendre sa succession à la tête de l'Olympique Lyonnais, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il serait très honoré de prendre ce poste. Et il se dit très emballé de prendre la succession de Jean-Michel Aulas, hypothétiquement bien sûr, parce que pour le moment on n'est pas encore dans ce cas de figure. Est-ce que selon vous les gars, le choix de Tony Parker est le meilleur choix pour remplacer Jean-Michel Aulas? Pour moi, c'est étonnant, personnellement. J'étais un peu surpris, du coup, d'apprendre ça un peu plus tard qu'hier. Après, les supporters lyonnais parleront mieux que moi, mais Tony Parker, après, certes, c'est, comme on a pu le voir après la fin de sa carrière, lui aussi, c'est un businessman, c'est un peu, on dira, dans ce cas-là, le digne héritier d'Aulas, dans le sens où il va savoir bien gérer économiquement parlant la boutique. Mais après, est-ce que ce monsieur, dont je ne doute pas du tout les compétences, mais est-ce qu'il s'y connaît assez au foot? Est-ce qu'il aussi Lyon, qui est quand même une ville importante, qui est quand même un club important au sein de la Ligue 1 et au sein de la France, est-ce qu'il va savoir aussi comprendre les attentes du public dans le sens large, pas forcément dans le sens, être champion et gagner des titres, mais est-ce qu'il a l'ADN, on dira OL, est-ce qu'il va être apte à gérer tout ça, les supporters, tout simplement les entraîneurs, le staff, etc. Ça, par contre, c'est la grande interrogation, du moins de ma part. En effet, moi je pense que, avant de demander à nos amis, je pense que c'est plutôt ça qui pourrait faire peur, que ce soit dans le paysage du foot français ou alors même aux supporters lyonnais, le fait que on ne connaît pas réellement ses capacités à gérer un club de foot de cette envergure. Alors, je me doute que si il prenait il serait accompagné, il serait pas seul, comme il n'aurait pas autant de liberté, je pense, que Jean-Michel Aulas a. Peut-être qu'il va déléguer. Et je pense que ce serait, dans un premier temps, la meilleure chose à faire pour pas trop griller l'étape et ne pas mettre le club dans une situation embarrassante. Surtout depuis 8 ans. Si ça se trouve, l'Olympique Lyonnais n'aura pas gagné de titre avant le départ de l'As. Donc ça serait ne pas plonger le club dans un autre embarrassement, dans un marasme dont ils n'arrivent pas à sortir. Donc le but là, ce serait vraiment de passer en fait dans une nouvelle ère, tout simplement, de changer beaucoup de choses. Je pense que la venue de Tony Parker, comme tu l'as dit, c'est un businessman. Je pense qu'au niveau affaires sportives, il s'y connaît pas mal. Il a passé la plupart de sa carrière en NBA aux États-Unis. C'est ce que c'est le sport business. Il se fait la main actuellement avec l'Asvel. Je sais pas, le projet pour moi qui suis un petit peu le basket est pas dégueu. C'est un choix intéressant. Après, est-ce que ça sera le seul choix dans 5-6 ans? Vas-y. Ouais, non, ça c'est intéressant ce que vous disiez tous les deux, Quentin et Pierre-Marie. Déjà en tant que supporter lyonnais, moi je suis intimement convaincu qu'Aulas arrive à terme de ce qu'il peut apporter à l'OL. Je me sens déjà fatigué. Je l'ai jamais vu autant marqué. Il a pris 10 ans sur les 5 dernières saisons. En fait, c'est au-delà de se poser la question de savoir si Tony Parker est la bonne personne pour prendre la succession d'Aulas. Il y a un truc qui va quand même faire vachement réfléchir et qui va inquiéter les Lyonnais. Je pense que c'est qui serait capable en fait foncièrement de reprendre la gouvernance d'un club comme l'Olympique Lyonnais après un personnage comme Jean-Michel Aulas. Et surtout sur combien de temps? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour combien de temps Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais vont pouvoir tenir dans cette situation? C'est une bonne question et ça me fait penser qu'aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du club, l'arrivée de Juninho, elle est pas anodine. Je pense qu'Aulas s'est pas levé un matin en disant
Bon, on va prendre Juninho comme directeur sportif. Je pense que ça fait longtemps qu'il le voulait dans le club, mais Juninho, il est censé prendre un relais qu'Aulas occupait énormément depuis très longtemps, à savoir un œil sur tout le sportif, alors que c'est pas forcément son rôle. En tant que président, il a forcément un droit de regard et de l'influence, mais dans des clubs de haut niveau, c'est pas les présidents aujourd'hui qui drivent le sport. Et l'arrivée de Juninho, pour moi, doit déléguer la personne qui prendra sa succession de ce rôle-là. Et à Lyon, il y a une autre personne dont on entend un peu moins parler, mais que les Lyonnais connaissent très bien, qui est Vincent Ponceau, qui est le bras droit de Jean-Michel Aulas. Vincent Ponceau. C'est le directeur juridique. C'est ça. Okay. Directeur juridique qui est un peu l'homme à tout faire à l'OL, qui est un gars qui est très très clean dans son activité, qui est assez puissant aussi. Et je pense qu'un Tony Parker arrivant à l'Olympique Lyonnais avec une vision très très business, mais néanmoins aussi j'imagine la thèse sportive vu son historique. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, le club, il s'organiserait pas avec une présidence archi, on va dire totalitaire, entre guillemets, comme pouvait l'avoir Aulas, mais plutôt quelque chose d'assez réparti, avec des rôles bien définis. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'imaginerais des rôles bien définis. Après, si je peux me permettre, j'ai pensé à une autre vision des choses. Autant Tony Parker arriverait aussi juste dans l'optique économique ou quoi, et juste pour faire un nom ronflant au sein de la tête du club. Ça me fait penser un petit peu au nom ronflant de David Beckham pour l'Inter Miami FC, à toute proportion gardée bien sûr entre la MLS et ce jeune club et Lyon. Mais si c'est juste après pour mettre un nom ronflant qui a l'oseille, qui a la monnaie, pourquoi pas. Mais moi personnellement, je partage pas cette opinion. L'Olympique Lyonnais, d'ailleurs, bien sûr. Mais pour t'expliquer, tu vois, l'Olympique Lyonnais, dans sa tradition, n'a jamais marché avec des noms ronflants. D'ailleurs, s'il y avait eu cette politique-là, on n'aurait jamais eu Genesio en tant que coach. On en aurait eu un autre et de grands niveaux. Bon, même s'il a essayé de contacter à de nombreuses reprises Mourinho ou d'autres. Attention, parce que ça, c'est les effets d'annonce aussi de là. C'est ça qui est très bien les manier. Je suis pas persuadé qu'il l'ait vraiment fait. En tout cas, je suis pas persuadé qu'il y ait eu une offre très concrète. Moi, par rapport au cas Parker, j'ai été, je pense comme Flavien, très étonné au début, puisque de ce que j'ai pu entendre au travers des réseaux un peu journalistiques locaux, c'est que Vincent Ponceau, qu'on évoquait tout à l'heure, allait potentiellement prendre cette succession, puisque c'est vraiment lui le bras droit d'Aulas depuis quelques années. C'est quelqu'un qu'on voit tout le temps dans les moments de crise. Je pense au match contre Beşiktaş, je pense aux grandes transitions qu'il y a pu avoir cet été. Il apparaît maintenant très régulièrement aussi aux côtés de Maurice, qui va peut-être nous quitter par ailleurs, mais sur les gros transferts, c'est quelqu'un qui est reconnu professionnellement par l'ensemble des acteurs du football. Je crois que Romain Molina, qui a fait un live hier sur YouTube, parlait de lui, de sa gestion extrêmement ficelée d'un point de vue juridique. Et du coup, c'est vrai que pour les Lyonnais, c'est un peu tombé comme une bombe quand même par cœur. Mais en y réfléchissant un petit peu, je pense que Aulas, c'est tout à fait ce qu'il fait. Il a été, lui, amené à Lyon par Tapie. Je pense qu'il est dans une dynamique de succession de la même manière. Et je pense qu'un Tony Parker, alors qui a vécu une sorte de grande fidélité dans son sport de haut niveau avec les Spurs, il est en train de lui développer cette culture-là aussi avec l'Olympique Lyonnais. Il s'est implanté déjà sur le territoire avec l'Asvel. L'Asvel qui d'ailleurs va construire une nouvelle salle qui va faire partie du parc olympique lyonnais, qui a été un partenariat difficile à nouer, mais qui a été réalisé. Et je pense que, voilà, structurellement, il est en train d'accompagner Parker, qui est tout le temps présent pour les matchs de l'Olympique lyonnais depuis quelques temps. Il l'accompagne pour devenir peut-être ce directeur qui va déléguer, qui aura une direction sportive forte avec un Juninho, un service juridique très fort avec Vincent Ponceau, des outils marketing d'autres envergures. Et je pense qu'il voit un peu plus loin Aulas, et je pense qu'il se dit que le football moderne, le football business, le football de demain passera peut-être par un modèle de ligue fermée. C'est peut-être que ça va passer par un modèle à la NBA, notamment au regard de la crise sanitaire qui traverse le pays. Il y a beaucoup de clubs qui vont en sortir très difficilement. Visiblement, Marseille, qui avait 90 millions d'euros de dette, va être très ils vont être dans une difficulté pour la suite de leurs activités, comme Saint-Etienne, des clubs très friables, et finalement, peut-être qu'il va falloir sécuriser tout un modèle économique. Et je dis ça parce que, travaillant un peu dans ce domaine-là, il y a des instituts renommés comme le CDES à Limoges, qui travaillent sur le modèle économique du sport français,
qui parle de plus en plus, et ça fait aussi ça a une certaine résonance européenne, puisque l'Europe et l'UEFA pensent aussi à ce scénario-là, mais peut-être qu'il y aura une ligue fermée. Et dans ce cas-là, qui de mieux que quelqu'un qui a baigné, qui a vécu, qui a grandi dans ce système-là pour manager un club de Ligue 1? Il n'y a pas mieux que Tony Parker. Donc finalement, ça peut faire sens. En effet, si l'hypothèse de la ligue fermée un jour se révèle être vraie, ça peut être un avantage connu, ce genre d'atmosphère. Alors bon, pour la ligue fermée, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Sous quelle forme, on sait pas trop, parce que si c'est sous la forme Super Ligue européenne, ok, pourquoi pas. En France, je vois mal comment ça peut être mis en place avec les équipes, et comme tu l'as dit, certains clubs ont des difficultés financières, donc mettre en place ce genre de ligue au niveau national avec l'économie du football français dans quel état déjà on va la retrouver après cette crise sanitaire, ça, on sait pas, donc ça reste encore une hypothèse. Voilà, donc écoutez, sur la succession de Jean-Michel Aulas, on a tout dit. Est-ce que vous aviez un truc à rajouter, les gars, peut-être? Non, juste pour compléter ce que disait Nathan, il y a un scénario que moi je sais pas forcément ce que je souhaite, mais que j'imaginerais extrêmement probable si un jour quelqu'un comme Tony Parker est pas à la tête de Lyon. C'est un rapprochement significatif de l'ASVEL et de l'Olympique Lyonnais. L'ASVEL a changé de nom, honnêtement, en quelques mois, en quelques jours, ça s'est fait assez vite. Il n'y a pas eu énormément de com à ce niveau-là. Ça a été assez brutal comme changement. Ouais. Il va y avoir la nouvelle salle à côté du parc OL. Moi, j'imagine peut-être un projet à moyen long terme d'une seule et même marque Olympique Lyonnais avec pour le basket également. Pour le basket également, comme il peut y avoir à Barcelone, au Real et dans d'autres clubs. Lyon, c'est une ville qui est quand même assez puissante au niveau sportif. Il y a le rugby, il y a le hockey. C'est pas déconnant qu'à moyen long terme, un projet olympique lyonnais très global voit le jour. Et dans ce cas-là, j'imaginerais beaucoup plus crédible l'arrivée d'un gars comme Tony Parker qui porterait peut-être un regard un peu plus attentif à la dimension de basket. Moi, en effet, ouais, je suis plus de ton avis, en effet, que celui de Nathan, pour le coup. Je pense que ce rapprochement entre Parker et Aulas, il n'est pas anodin, et c'est surtout sur le fait de s'imprégner des modèles comme ceux du Bayern, du Real, du Barça, même ces modèles-là de club omnisport. Et ça pourrait faire résonance en Europe, le fait d'avoir ce genre de structure, d'être polyvalent, de s'engager sur plusieurs terrains, ça ferait de l'Olympique Lyonnais un club, enfin une marque, on parle de marque là, une marque renommée dans toute l'Europe et peut-être même dans le monde. Et je pense c'est le seul terrain où le Paris Saint-Germain a peut-être eu un peu d'avance sur l'Olympique Lyonnais d'un point de vue stratégie, avec le handball, avec aussi, je crois, l'absorption à court terme du basket et de Levallois qui va certainement être absorbé. Et c'est même aller plus loin avec Parker, puisqu'il y a une franchise aussi en football féminin aux États-Unis qui est maintenant partenaire de l'Olympique Lyonnais. Il y a un centre de formation au tennis avec Tsonga qui va voir le jour aussi au Parc OL. Donc, et puis comme tu l'as dit, Flavien, t'as le hockey qui est déjà venu s'exercer au sein du Parc OL. Donc, il y a vraiment cette stratégie, effectivement, d'entité club un peu surplombant. Mais Quentin, t'as parlé d'un truc intéressant, t'as parlé de marque. Et je trouve en tout cas que ce qui manque effectivement à Lyon, enfin au club depuis ces dernières années, c'est un rayonnement significatif d'un point de vue marketing au-delà des frontières. Quand tu parles avec d'autres personnes, pour avoir voyagé récemment en Amérique du Sud par exemple, quand tu parles de foot en Amérique du Sud, les gens connaissent Lyon, les gens connaissent l'OL, mais c'est pas forcément le premier nom qui ressort. Pareil en Asie et dans d'autres pays en Europe. En Italie il y a pas longtemps et je me suis fait la même remarque. Là où une marque comme le PSG va créer des investissements beaucoup plus significatifs mais très puissantes. Et tu as des clubs aujourd'hui, au-delà des droits TV, qui sont drivés mais monstrueusement par le marketing. Des clubs comme Manchester United par exemple, qui aujourd'hui je pense doit être encore un des premiers, si ce n'est le premier club au niveau marketing au monde. Et ça, je trouve que ça manque significativement à Lyon. On n'arrive pas forcément à vendre notre image à l'international. Donc, des relais comme ça sont pas déconnants. Je pense qu'effectivement, le rachat de la franchise américaine
peut permettre d'avoir un peu de visibilité aussi sur le continent américain. Mais il faut, quoi qu'il arrive, qu'on trouve un nouveau relais de développement sur l'image et que le club ait beaucoup plus de visibilité à l'étranger. Mais après, attention, il faut aussi que, pour que ça marche, cette stratégie, que sportivement ça suive. Parce que déjà, les supporters lyonnais, on en a un peu marre, très sincèrement, on est tout le temps un peu dans le running gag de lobby TDA en disant que on produit plus de miel que de jeux au Parc OL. Mais il va falloir très sincèrement que sportivement ça fonctionne pour que tout cet outillage marketing pour lequel on est en train d'investir fonctionne. Sinon, ça fonctionnera pas. Parce que là, les clubs que tu as cités, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui rafle tout. Manchester United, c'est une histoire pas possible. Lyon, finalement, quand tu prends l'ensemble de l'histoire du football, c'est quand même pas grand-chose encore. Ouais, mais complètement, mais parce que c'est des clubs qui ont su faire les deux en même temps. Ouais, mais parce qu'il y avait peut-être une capacité aussi d'investissement qui était plus forte. À Lyon, aujourd'hui, même si le club financièrement se porte très bien, je pense qu'on n'est pas capable d'aligner les mêmes sommes ou de prendre les mêmes parties pris que le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs. Il faudra l'arrivée d'un investisseur après le départ de l'AS, ou est-ce qu'il faut garder le même modèle économique? T'en as déjà. T'as un fonds d'investissement chinois qui investit quasiment 100 millions d'euros, si j'ai pas de bêtises, là vient corrige-moi, mais c'est capital lyonnais. Il y a de l'argent. On a plus de moyens que l'Atlético Madrid. On a une fiscalité qui peut un peu nous pénaliser pour avoir des joueurs aux ambitions salariales importantes, mais on a de quoi faire cet hiver. On a pas mal investi. L'été d'avant, on avait également investi. Le problème de Lyon, c'est qu'on est toujours dans cette politique de vente-achat. On a les moyens d'acheter. On pourrait acheter quitte à pas faire tant de chiffre d'affaires que ça. Mais le problème, c'est que ce qui prime au sein de l'Olympique Lyonnais, c'est les comptes. Et donc, du coup, pour que les comptes soient toujours positifs et que l'Olympique Lyonnais, coté en bourse, soit en croissance, eh bien, on vend à chaque fois. Et cet été a été très significatif de ce point de vue-là, puisqu'on a vendu sur chacune de nos meilleurs joueurs. Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Nabil Fekir. On a vendu finalement cette colonne vertébrale dont se servait Genesio pour survivre d'un point de vue footballistique. On les a perdus. Voilà où on en est. On n'a pas réussi à les remplacer. On a un coach qui débutait. Et c'est une saison catastrophique. Comme quoi, on est dans un modèle économique pérenne, mais avec un jeu qui est très friable selon les années. Mais le jeu, il est friable parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le manque de visibilité aujourd'hui du club dans son projet. Pourquoi aujourd'hui Lyon a conservé un Genesio pendant presque 4 ans? C'est parce que Genesio, il aurait pu dire amen à tout. C'est quelqu'un du club, c'est quelqu'un qui était à une place inespérée dans un club aussi gros entre guillemets que l'OL en Europe. Enfin, Genesio, il n'aurait jamais pu prendre la place qu'il avait dans un autre club aujourd'hui en France, même en Ligue 1. Et l'arrivée de Silvino, il débarque, il était entraîneur adjoint, c'est son premier rôle en tant que numéro 1. On le propulse à l'OL, il est travaillé par Juninho. C'est du pain béni pour lui. Aujourd'hui, Garcia, pourquoi il est capable de prendre ce relais? Parce que c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui va pas forcément avoir une vision long terme et qui s'en fout un peu du projet sportif qui va être mis sur la table. Pourquoi on n'a pas été capable de prendre un entraîneur un peu plus solide et qui aurait été capable de développer quelque chose avec l'OL? C'est parce que je pense que significativement, on n'a pas été capable de lui donner de la visibilité et de lui proposer un projet. Parce qu'on est trop dans le copinage. Ce que je disais un petit peu sur les Lyonnais en général. Terminé, après on a les Lyonnais, c'est ce que je disais, il y a une identité lyonnaise extrêmement forte. Et du coup, c'est un club trop famille pour le très haut niveau. Et quand un Silvino est arrivé, alors on avait viré Genesio, mais on a gardé tous ses adjoints. Et les candidatures post-Silvino qu'on a eues, on avait Garcia, mais on avait aussi Laurent Blanc. Sauf que Laurent Blanc, il voulait venir avec l'ensemble de ses adjoints. Ça faisait trop pour la famille lyonnaise. Ça voulait dire, on va licencier. Alors des personnes qui sont pas nécessairement incompétentes, mais des personnes qui n'ont jamais rien prouvé dans un staff de haut niveau. Et ça, on n'a pas voulu le faire. Et ça, c'est les limites de l'Olympique Lyonnais. C'est sa beauté parce que c'est un club famille, c'est une identité forte. Les Lyonnais adorent cette marque de fabrique, ce label lyonnais. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait nos limites au très haut niveau. Ok les gars, merci à vous pour vos réactions sur Jean-Michel Aulas. Alors pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas à réagir sur le thème, ce que vous pensez de Jean-Michel Aulas et sa gestion de l'Olympique Lyonnais sur ces dernières années, et notamment de sa possible succession. Est-ce que vous croyez à une arrivée de Parker ou alors une arrivée plus en interne? On va finir cette émission avec une petite note légère. On va finir sur un quiz. Pour ceux qui ont écouté l'émission d'avant, on va raccourcir un petit peu parce que c'était un peu long. Là, je vais juste poser une question par chroniqueur. S'il y a des égalités, il y aura une question subsidiaire
pour vous départager. Donc, je vais donner la plus simple au non-supporter de l'OL qui est Pierre-Marie. Donc, Pierre-Marie, au début des années 2000, le plus long règne a été celui de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Combien de titres consécutifs pour l'Olympique Lyonnais? Tu as dit combien? 7. 7, c'est une bonne réponse. C'est cadeau. Hein. Ouais, comme ça va. Facile. Tu es qualifié pour l'ultime question. Merci. Flavien, question un peu plus compliquée. Lors de la saison 2001-2002, quels clubs s'opposèrent en une sorte de finale du championnat? Oh, facile. Facile aussi. J'ai pas entendu la question, excuse-moi. je te la répète. Lors de la saison 2001-2002, quels clubs s'opposèrent en une sorte de finale du championnat? Ah, c'est le Racing Club de Lens qui d'ailleurs fait course en tête toute la saison devant Lyon et qui perd sa première place à la dernière journée. Tout à fait, face à l'Olympique Lyonnais également. Bonne réponse de Flavien. Troisième question, elle est pour Nathan. À quelle place se trouvait l'Olympique Lyonnais en 1987 lorsque Jean-Michel Aulas en est devenu le président? Quand il était pas en D1? Il était pas en D1? Il était en D2? Oui, mais en quelle position? Oh voilà, c'est dur quand même. Je dirais, allez, je sais pas, 4e. Et non, il était deuxième. Deuxième du groupe B de deuxième division. Enfin, de division. C'est pour ça qu'il n'est pas qualifié. Il y avait des groupes à l'époque. C'est ça, exactement. Mauvaise réponse, donc tu n'es pas qualifié pour la yes. La question subsidiaire qui va départager. Flav, attention, il va falloir aller vite, les gars. C'est une question de rapidité. Quel joueur passé par le Sporting Club Bastia et l'Olympique Lyonnais était surnommé Essien? Bonne réponse. C'était vif. T'as dit Bastia. Bonne réponse. Je suis dans ma clinique, c'est la rapidité. Bonne réponse de Pierre-Marie. C'était en effet Michael Essien qui était surnommé le Bison. Voilà, c'était la question. Le surnom du Ghanéen, c'était bien entendu le Bison. Alors j'avais 3 propositions à vous faire au cas où. C'était Essien, Lisandro ou Bafétimbi Gomis. Il y avait des chances de trouver pour le coup. Donc voilà, Pierre-Marie qui remporte un quiz comme à son habitude. Bravo à toi. Ouais, et pas de pronostic sportif par contre. Pour les pronos, maintenant de toute façon t'as le championnat biélorusse pour te consoler. Donc c'est vrai, le Dynamo Brest, les gars, il faut miser. Sur le Dynamo Minsk. Surtout sur Dynamo Minsk. Écoutez, je vous remercie Nathan, Flavien et Pierre-Marie d'avoir participé à cette émission sur Jean-Michel Aulas. Je vous remercie également. Je remercie également ceux qui nous suivent, que ce soit sur ce podcast ou même sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'on a une page Twitter, une page Facebook et on est également sur YouTube. On n'a pas proposé de contenu depuis un petit moment, mais on va essayer de proposer quelque chose d'assez innovant sur les prochaines semaines. On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Sinon, toutes les semaines, on se retrouve avec Sport Content pour un nouveau podcast sur l'actualité. Là, même si l'actualité est un peu courte, on essaie de varier un petit peu les sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Content Traditionnel. Salut à tous. Salut.